Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour, bienvenue à Info Aînés, une série d'émissions où on aborde les réalités des aînés sur notre territoire et les services qui leur sont offerts. Aujourd'hui, justement, on reçoit Chantal Bernard, qui est agente de développement à l'ACEF, l'Association coopérative d'économie familiale Appalaches, Beauce et Etchemin, donc ma collègue. Bonjour Chantal. Bonjour Éric. Elle vient nous parler aujourd'hui des services de l'association. Donc, effectivement. Ça fait longtemps que ça existe à Thetford Mines, l'ACEF. Notre ACEF à Thetford Mines, c'est une des premières au Québec. On a été fondée en 1967, Éric. Fait qu'on a quand même un bon 50 ans d'histoire en arrière de nous, là, effectivement. Qu'est-ce qui a motivé ça, la création d'une telle association? La création des ACEF vient des années 60. Si on se souvient, dans les années 60, il y a eu tout le mouvement d'éducation, là, la construction des polyvalentes et tout ça. On a eu un exode des gens qui sont partis des fermes, qui sont allés en ville. Et là, on est devenu avec des problèmes, avec les gens où il y avait Ils rencontraient des problèmes financiers avec les hypothèques, par exemple, avec différents produits financiers. Et les ACEF ont été créés pour aider les gens au niveau des finances personnelles. Donc, faire de l'éducation populaire. L'éducation populaire, effectivement. Et les principaux services qu'on offre aujourd'hui à l'ACEF, ça a dû évoluer à travers le temps. Effectivement, ça a évolué à travers le temps. Des ACEF, Éric, il y en a 34 ACEF au Québec. Fait qu'il y en a un petit peu partout. Toutes les ACEF, on partage le même mandat principal qui est les finances personnelles. Nous, à l'ACEF, ici, à Appalaches-Beauce-Etchemin, on a quand même ajouté d'autres cordes à notre arc. Donc, maintenant, on fait aussi de la défense de droits des consommateurs, de la défense de droits des locataires et de la défense de droits des assistés sociaux. Et on sait, en pleine crise du logement, on est très sollicité. On est très sollicité, effectivement. Qui peut avoir accès à ces services? Alors, tout le monde a accès à nos services. Il n'y a pas de critères pour avoir accès à nos services. Il y a des gens qui me disent des fois, c'est juste les gens démunis qui peuvent venir chez vous. Non, tous les gens sont acceptés chez nous. Il n'y a pas de critères d'admissibilité. Tous nos services sont gratuits et sont confidentiels. Quand on vient rencontrer un consultant chez nous, c'est confidentiel, bien entendu. Alors, et les belles valeurs de l'ACEF, quelles sont nos valeurs à l'ACEF? Alors, nous, on travaille toujours pour développer l'autonomie des gens. Alors, ce qu'on veut, c'est leur donner des compétences afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée dans une situation donnée. Et nous, à l'ACEF, on est indépendants. On n'est pas attaché à aucun financier. Alors, c'est Centraide qui nous finance. Donc, on n'est pas avantagé de vendre les produits, de présenter les produits d'un ou de l'autre. On est vraiment indépendant. Donc, on va venir vraiment proposer des solutions aux gens qui rencontrent des difficultés, la meilleure solution pour eux, pour les aider à prendre leurs propres décisions. Et donc, grâce à Centraide, au Saquet aussi, qui peut nous donner une certaine indépendance. Effectivement. Est-ce qu'il y a une tranche de la population qui utilise davantage nos services? Oui. Quand on regarde nos statistiques, on se rend compte, par exemple, que plus de 60% des gens qui viennent nous voir sont des locataires. Bien sûr, on fait de la défense de droits des locataires. Si on regarde plus généralement, on se rend compte qu'on a beaucoup de gens, 45, 55, 65 ans, qui viennent nous voir. Là. Des gens plus âgés, un petit peu, là, qui viennent nous voir, là, un petit peu moins les jeunes. Faut dire qu'on couvre aussi un vaste territoire à l'ACEF. On a tout le secteur Appalaches, on couvre les 3 Beauce, Nouvelle-Beauce, Robert-Clich, Beauce-Sartiguan et les Etchemins. Donc, on remarque qu'il y a des territoires qui sont plus actifs que d'autres aussi, mais ça va aussi avec la population. Là. Tout à fait. Il y a certains endroits où il y a plus de pauvreté, disons, ou des déserts alimentaires, par exemple, ou peu de transport en commun, ou pas du tout. Et voilà.
Si on rentrait plus dans les détails des services, là, les consultations budgétaires, comment ça fonctionne? Bon, une consultation budgétaire, d'abord, c'est quoi une consultation budgétaire? Hein? C'est quand on vient rencontrer un conseiller chez nous à la CIF ou dans l'un de nos bureaux. Hein? Des bureaux, on en a partout dans toutes les CLSC du territoire. Donc, si on est à Disraeli ou si on est à l'Écat-de-Chemin, on va venir rencontrer un consultant dans un bureau là, au CLSC. Donc, une consultation budgétaire, ça ressemble à quoi? Bien, on va faire un budget. On va regarder quels sont nos revenus versus nos dépenses, puis on va essayer d'équilibrer tout ça. Les gens viennent nous voir pour différentes raisons en consultation budgétaire. On a des gens qui viennent nous voir parce qu'on planifie, par exemple, s'acheter une première maison, puis on veut être au courant de toutes les lois. On veut ramasser un cash, comme on dit, là, pour pouvoir faire une mise de fonds sur une maison. C'est une raison pour laquelle on vient nous voir. On a des gens qui viennent nous voir aussi parce qu'ils sont aux prises avec beaucoup de dettes, par exemple. Puis qu'on ne sait plus par où commencer. Hein? Est-ce que je suis rendu à faire une faillite? Est-ce qu'il y a encore des moyens de m'en sortir? Donc, c'est une situation qu'on va évaluer avec les gens. Fait qu'il y a des différents services là, comme ça là, qu'on peut offrir. On a des gens qui viennent nous voir aussi quand ils sont en changement de situation. Hein. Je suis en changement d'emploi, j'ai perdu mon emploi, je vais avoir un délai de carence avant d'avoir du chômage, de l'assurance-emploi. Donc, c'est le genre de situation pour lesquelles les gens viennent nous voir en consultation budgétaire. Et on le sait en ce moment, avec la pandémie, tout ça, il y a eu beaucoup de changements de situation, des séparations, beaucoup de pertes d'emploi. Donc, notre équipe ne chôme pas, n'est-ce pas? Ne chôme pas. Puis d'ailleurs, bon an, mal an, on fait 650 à 700 rencontres budgétaires par année à la CIF. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent nous rencontrer là, pour ces raisons-là. On se spécialise également dans le droit des consommateurs. Oui. Comment on informe les gens? On sait qu'il y a eu plusieurs abus, notamment en ce qui a trait à la vente itinérante sur le territoire des Appalaches et ailleurs en Beauce. Ouais. Souvent, les gens, quand ils viennent nous consulter, c'est parce qu'ils sont aux prises avec un problème. Hein? Par exemple, les ventes itinérantes, on en a vu beaucoup. Des gens, par exemple, qui se sont engagés dans un contrat de financement pour acheter une thermopompe à 20 000 mais qui n'en valait pas plus de 4 000 5 000 Donc, c'est des choses qu'on a vues beaucoup sur notre territoire où les gens sont venus cogner à notre porte et nous dire « Qu'est-ce que je peux faire dans une situation comme ça? » Mais il y a aussi des situations tout à fait qui arrivent à monsieur, madame, tout le monde. Puis je donne toujours le même exemple, Éric, tu vas m'en excuser, mais on achète un nouveau réfrigérateur, il est garanti pour 1 an. On essaie bien sûr de nous vendre une garantie supplémentaire. Là, je vous le dis, achetez jamais ça, une garantie supplémentaire. OK? Ne faites pas ça. Alors, après 1 an et demi, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a un bris sur notre réfrigérateur. Alors que si on va voir notre marchand nous dit, ben là, ton réfrigérateur n'est plus sous garantie. Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a la loi sur la protection du consommateur qui nous protège au Québec. Et quand on achète un nouveau réfrigérateur, ben on ne l'achète pas pour 1 an. Hein. Ça a une durée de vie raisonnable, un réfrigérateur. Alors, il existe certaines lois qui sont là, puis bon an, mal an, là, pour un réfrigérateur, on a une garantie, pièce et main-d'œuvre de 3 ans. Mais il faut savoir comment demander cette garantie-là. Puis là, c'est un cas où les gens vont venir nous voir dans nos bureaux pour savoir comment réclamer une garantie. Ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Hein? Voilà. Ma grand-mère a eu son frigidaire toute sa vie. Toute sa vie? Ça fonctionnait. Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est ça. Mais tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup des cas comme ça avec des téléphones cellulaires, avec des ordinateurs. Bon, beaucoup de choses qui, au bout de quelques mois, ne fonctionnent plus. Est-ce que c'est vrai que c'est plus garanti? Bien, il y a certaines lois qui nous protègent au Québec, mais il faut savoir comment réclamer ces droits-là. En ce qui a trait aux droits des locataires. Des locataires. En pleine crise du logement, comment on peut aider les gens et informer aussi les communautés, les élus peut-être, pour les sensibiliser au logement social ou l'accès au logement abordable? L'accès au logement. Tu sais, il faut dire tout d'abord que des logements, on est en crise du logement. Je donne un exemple. À Saint-Georges, on est à 0,2 % de vacances. Ça veut dire que 2 logements sur 1000 sont disponibles, les autres sont tous loués. C'est pas quelque chose qui est connu dans la population en général tant que ça. On parle de crise de logement dans les grands centres urbains, mais quand on passe à Saint-Georges-de-Beauce, on n'imagine pas On cette n'imagine pas réalité. ça, puis c'est la même chose à Thetford Mines ici. Le pourcentage est un peu plus grand, mais on vit la même chose. On vit la même chose en Nouvelle-Beauce avec toutes les démolitions qu'il y a eu causées par les inondations. Donc, on est en manque de logements
abordables dans nos petites communautés. On a des logements, des 4,5 à 1 000 $ par mois. Il y en a quelques-uns disponibles quand même, mais ce n'est pas des logements qui sont abordables pour des jeunes familles, par exemple, ou des familles nombreuses. Ça, il y a vraiment une grosse crise de logement là, à ce niveau-là. Donc, est-ce que la CEF fait de la représentation chez les élus, dans les tables de concertation? Alors, la CEF fait partie de plusieurs tables de concertation dans les différents territoires afin, par exemple, de faire construire des nouveaux HLM. Parce qu'on a des HLM qui ont été construits dans les années 90, dans les années 2000, mais des HLM, par exemple, avec plusieurs chambres à coucher. Donc, on n'a pas d'appartement pour des personnes seules ou des personnes aînées. Donc, on est en train, là, avec différentes tables de concertation, de faire des recommandations afin que des nouveaux là, HLM soient construits, mais également à faire une évaluation du parc immobilier. On va voir, par exemple, dans certaines villes de notre territoire où on a des logements quasi insalubres, qui sont très difficiles à chauffer l'hiver, très peu isolés, où on va avoir présence de moisissures, et etc. C'est aussi des dossiers où les gens viennent nous voir et qui nous demandent de les aider pour aller au tribunal administratif du logement. Parce que quand on a un conflit avec notre propriétaire, la juridiction, c'est vraiment au tribunal administratif du logement, ou si vous préférez, avant, on disait la régie du logement, effectivement. Alors, par exemple, quelqu'un va venir nous voir parce que le propriétaire renouvelle le bail, mais avec une grosse hausse, par exemple. Est-ce que cette hausse-là est légale? Ou on va avoir un petit conflit avec le propriétaire parce qu'il y a une réparation à faire, puis il ne vient pas de faire cette réparation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand, au-delà de dire à mon propriétaire, la fenêtre est cassée, est-ce que tu peux venir la changer? Fait 2, 3, 4 fois, puis il ne vient pas. Bien, on peut venir voir à la CEF, puis on va vous aider avec les différentes démarches à faire au niveau de votre propriétaire pour qu'enfin, la fenêtre soit réparée ou quel que soit le problème, là, effectivement. La majorité des consultations, c'est par rapport à la pleine jouissance des lieux. La pleine jouissance. Vous pouvez m'expliquer un peu le concept? La pleine jouissance des lieux dit que je dois être capable d'avoir la paix quand je suis chez moi. Je suis dans mon logement, chez moi, puis le locataire d'à côté écoute de la musique jusqu'à 3 heures du matin. Bien, ça se peut qu'à un moment donné, je devienne irritée puis que ça soit difficile pour moi. Alors, à ce moment-là, c'est au propriétaire d'agir. Quand on est locataire, c'est notre propriétaire qu'on doit agir et c'est lui qui doit aller parler à l'autre locataire qui fait de la musique jusqu'à 3 heures du matin. Mais quand ça se passe pas, bien là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, il y a différentes démarches qu'on peut faire puis on vient nous voir à la CEF, effectivement. On a parlé tantôt de la défense des droits. Alors, on se demande, mais est-ce que ça ne devrait pas être le ministère qui donne l'information nécessaire aux prestataires? Aux prestataires d'assistance sociale, effectivement. Vous savez, quelque part dans la loi, il est écrit nul ne peut ignorer ses droits. Mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. On se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leurs droits puis qui peuvent faire face à des situations où ils deviennent encore plus vulnérables qu'ils ne le sont. Je vous donne des exemples de ce qu'on peut faire en défense de droits des assistés sociaux. Bien, les gens qu'on va accompagner vont être, par exemple, à leur première demande d'aide sociale. Comment on fait ça, une demande d'aide sociale? Alors, c'est des gens qu'on va accompagner. On va accompagner des gens, par exemple, qui ont reçu un héritage. Puis quand on reçoit un héritage, ben on doit utiliser cet héritage-là. Alors, notre chèque va être coupé pendant une certaine période de temps. Mais est-ce que je peux quand même conserver cet héritage-là qu'un parent m'a laissé? La réponse, c'est oui, mais il faut savoir quoi faire avec cet argent-là, puis il ne peut pas être dans notre compte de banque régulier. Là. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va faire au niveau des droits des assistés sociaux. Quand on reçoit un héritage, donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est sur l'aide sociale? Alors, on contacte la CEF, ça presse. Oui. Alors, il y a certains comptes de banque qu'on peut ouvrir comme un CDI pour placer de l'argent. Par exemple, quand on dit, ben moi, j'ai un projet, je voudrais, par exemple, avoir des implants dentaires, je vais mettre l'argent dans ce compte-là, puis en attendant d'aller chez le dentiste, puis quand je vais être chez le dentiste, je vais pouvoir utiliser cet argent-là. C'est un genre de compte qui peut être utilisé comme ça. On pourrait aussi utiliser une somme qu'on a reçue pour acheter une maison. Mais attention, il y a un maximum de valeur que cette maison-là peut avoir. Autour de 150 000 dans ces sommes-là. Alors, il faut connaître les différents paramètres, puis c'est des choses dans lesquelles à la CEF, on peut vous aider. Plusieurs choses qui ont été reprochées d'ailleurs au programme d'assistance sociale, ce qu'on pourrait appeler la spirale de la pauvreté. Lorsqu'on reçoit de l'argent, on reçoit un héritage ou une maison, on nous oblige à soit vivre sur l'argent,
on n'a plus d'aide sociale et C'est ensuite, on redevient locataire. C'est ça. C'est un peu paradoxal, tout ça. Effectivement, parce que ce petit pécule-là qu'on vient de recevoir pourrait nous permettre de se sortir de cette spirale-là. Oui, Mais tout à la fait. manière que le système est fait, on a vraiment l'impression que je dois tout dépenser, puis après retourner encore à la case départ. Alors, Le pourcentage qu'on aide au niveau de la défense des droits des assistés sociaux, est-ce que ça revient beaucoup comme demande ou est-ce que c'est plutôt de la consultation budgétaire? En termes de pourcentage, ça représente quoi à peu près? on reçoit une centaine de demandes d'assistés sociaux par année. Tout à l'heure, je vous ai dit à peu près 700 consultations budgétaires, une centaine de demandes au niveau des assistés sociaux. Là. C'est-à-dire 2 demandes par semaine chez nous. OK. Et en termes des différents programmes, là, on sait qu'il y a l'assistance sociale ou l'aide de dernier recours. Oui. Et il y a la solidarité sociale. Quelles sont les différences principales là, pour ceux qui Ben, connaissent par pas? exemple, il y a une différence entre les gains qu'on peut gagner. Tu sais, dans le mois, on a le droit de gagner des sous. Il y a aussi la somme totale qu'il y a dans notre compte de banque là, qui va changer quand on est sur l'aide sociale ou sur la solidarité sociale. C'est des petits facteurs là, qui vont venir influencer tout ça. Là. Donc, il faut bien les différencier. Donc, pour être sur le programme de solidarité sociale, ça prend une contrainte sévère à l'emploi reconnue par un médecin. Voilà. Et on sait que c'est pas toutes les maladies qui sont reconnues. Pareil, on peut prendre l'exemple de la fibromyalgie qui n'était pas Voilà. reconnue il y a quelques années. Donc, les personnes étaient forcées à retourner sur le marché du travail. Est-ce que vous avez eu des gens comme ça? C'est arrivé, oui. C'est arrivé qu'on a eu des gens, qu'on a dû les aider pour faire reconnaître cette contrainte sévère-là. Là. Ça arrive régulièrement qu'on a des gens comme ça dans nos bureaux. En ce moment, les grands dossiers portés par la CEF, on a nos sorties médiatiques. Nos sorties médiatiques, les aînés. Les aînés, on le voit. On pourrait parler des résidences privées pendant très longtemps, hein, Eric. Il y a eu des fermetures récemment. Il y a eu beaucoup de fermetures récemment. On voit beaucoup les petites résidences dans les petites communautés rurales qui vont fermer parce que maintenant, il y a tellement d'exigences au niveau de la certification des résidences que ces gens-là sont déjà à bout de souffle. Les administrateurs de ces résidences-là sont déjà à bout de souffle. Puis là, imaginez, là, on embarque la pandémie par-dessus ça, avec toutes les exigences qui ont changé à toutes les semaines, les 2 semaines, puis les administrateurs de ces résidences-là sont souvent aussi des préposés, des cuisiniers, des gens qui travaillent sur le terrain. Alors, ces gens-là sont épuisés et ça nous mène vers une fermeture des petites résidences. Et nos gens, dans nos petites localités, n'ont d'autre choix que de s'exiler en ville dans nos grandes résidences de 300-400 résidents. Puis malheureusement, c'est pas toujours pour le mieux. Et donc, on va déraciner des gens parfois qui ont vécu dans une petite localité pendant toute leur vie. Oui. À partir de quand une résidence est rentable, si on peut parler comme ça? Mais je ne suis dans pas ces administrateur d'une résidence, mais ce qu'on remarque... On voit une là, tendance dans Oui. les petites résidences ce qu'on qui ferment. remarque, là, les résidences de moins de 50 résidents, là, ça, il n'y en a presque plus. Puis c'est pas seulement sur notre territoire, c'est partout au Québec que ça se passe, là, cette chose-là. Mais les petites résidences où on retrouvait cette ambiance familiale-là, cette convivialité, ont beaucoup de difficultés à survivre aux critères qui sont amenés par la certification des résidences, à toutes les exigences que ça impose. Puis on peut pas ne pas le dire, il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui vient toucher ces résidences-là. Là. On en a parlé dans un épisode précédent. Sans revenir sur l'ensemble des ateliers, on a aussi des séances d'information pour les aînés qui s'en viennent sur le territoire qui commence. Je dirais d'abord que pour tous les sujets qu'on parle, que ce soit des locataires, des consommateurs, des assistés sociaux ou des finances personnelles, on offre des ateliers d'éducation populaire. Donc, régulièrement, chaque année, on va venir animer des ateliers sur certains sujets, par exemple sur les droits des locataires, là, un petit peu partout. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis les débuts de la CEF, là, je dirais. Par contre, dans les dernières années, on a beaucoup développé au niveau des aînés. Donc, Parce qu'il y avait une demande, j'imagine. Il y avait une demande. Par exemple, en rencontre stratégique en 2015, la CEF, en analysant le type de clientèle qui venait nous voir, nous consulter, les raisons pour lesquelles on venait nous consulter, tout ça, on s'est rendu compte qu'on avait le tiers des gens qui venaient nous consulter, 55 ans et plus, qui avaient des questions à propos de
Qu'est-ce qui va se passer si je tombe malade? Est-ce que je vais être capable de conserver ma maison? Tout ce qui entourait le chez soi était beaucoup une cause d'inquiétude là, pour nos aînés. Et c'est là qu'on s'est dit, ben il faut être capable de répondre aux besoins de nos aînés quand ils viennent nous voir, puis de les conseiller avec de la bonne information. Fait que c'est là qu'on est parti à la recherche de partenaires sur notre territoire qui offrent des services à nos aînés parce qu'on ne veut pas dédoubler des services. Donc, on est parti à la recherche des partenaires sur notre territoire. On en a trouvé plusieurs, mais il restait encore des trous de service. Et c'est là qu'il nous est venu l'idée du programme d'atelier Vieillir chez soi ou déménager, qui est un programme de 10 ateliers dans lequel on aborde différents thèmes qui entourent le chez soi. Puis chez soi, ça peut être chez moi, dans la maison que j'habite depuis 50 ans, mais ça peut aussi être je vends ma maison, puis je m'en vais habiter dans un petit appartement, puis je reçois des services chez moi. Je ne suis pas obligée d'aller dans une résidence privée. Alors, qu'est-ce que moi, j'aimerais faire? On donne les informations afin de faire un choix éclairé, rester en sécurité, puis conserver sa dignité. Très important. Effectivement. Et je pense même que, bon, ça fait partie de l'éducation populaire qu'on fait à la CEF, mais même récemment, on a de plus en plus de populations qui viennent de l'étranger. Vous n'avez pas animé récemment un atelier pour des nouveaux arrivants au cégep de Thetford? Effectivement. Alors, c'est le genre de choses. J'ai dit tout à l'heure, on anime des ateliers avec nos mandats. Donc, on est allé rencontrer les étudiants au cégep de Thetford. On leur a donné de l'information à propos des finances personnelles, à propos des droits des consommateurs, à propos des droits des locataires, parce que ce sont des gens qui sont en logement quand ils arrivent chez nous. Alors, un paquet d'informations utiles qui leur permettent de bien s'établir chez nous puis de comprendre comment on fonctionne ici au Québec. Vous allez dans les écoles secondaires parfois aussi? Dans les écoles secondaires, et ça nous arrive aussi d'y aller, dans les centres d'éducation des adultes, effectivement. Et par curiosité, les gens, ils venaient de quelle région du monde? On parlait français, j'imagine? Oui, c'était des francophones. On avait beaucoup de gens de la France là, dans cet atelier-là. Mais on rencontre aussi beaucoup de gens des Philippines. On va même offrir des ateliers en anglais là, à des gens des Philippines, par exemple. J'ai vu des gens de tous les pays d'Afrique, je crois, au cours des dernières années. Beaucoup d'hispanophones aussi également. Là. On offre des ateliers en français, en anglais, puis bientôt, Eric, tu vas commencer à nous en offrir en espagnol, hein? Peut-être, si, hablo espagnol también. Alors, comment on fait pour contacter la CEF si on a besoin des services? Si qu'on ait besoin des services d'atelier ou de consultation individuelle, il n'y a qu'un seul numéro pour rejoindre la CEF. Alors, c'est le 1-888-338-4755. 888-338-4755. Alors, on site Internet également? Un site Internet, le www.asef-abe.org. Super, Chantal, merci beaucoup d'être venue. La semaine prochaine, on se retrouve avec Maurice Boulet qui va venir nous présenter une série de conférences données par la FADOC et lui-même et ses collaborateurs. Alors, je vous remercie et à la semaine prochaine.